Bonjour, les agents de l'État sont partout et nous accompagnent au jour le jour pour mieux les connaître. Chaque mois, sur Télé Grenoble, nous feuilletons Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service. Au sommaire de ce numéro 66, le service du RTM, la restauration des terrains en montagne, essentiel pour limiter les risques naturels. Dans le journal, la cérémonie de rentrée de la Cour d'appel de Grenoble, la visite du Premier ministre chez Poma et une nouvelle campagne de recensement de la population. Nos montagnes sont des zones particulièrement sensibles en matière de risques naturels. L'actualité de ces dernières semaines est venue le rappeler. Les avalanches, les coulées de boue, les caprices des torrents peuvent parfois avoir de très graves conséquences. Pour mieux les prévenir, à la fin du 19e siècle sont nées les prémices de ce qui est devenu le RTM, le service de restauration des terrains en montagne. Avec nous pour en parler, Claude Barthelon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'agence RTM des Alpes du Nord, qui regroupe 3 départements ? Les 3 départements, Isère, Savoie, Haute-Savoie. Alors, on le voit à votre tenue, le RTM, c'est un service de l'ONF, l'Office national des forêts. Oui, depuis 1970, le RTM est un petit service spécialisé dans la grande maison Office national des forêts. Alors, spécialisé, je le disais, dans la gestion, la prévention des risques ? Alors la gestion, la prévention des risques naturels en montagne, et montagne au sens plutôt haute montagne, puisqu'on va retrouver des RTM, Alpes du Sud, Alpes du Nord et Pyrénées. On ne va pas avoir de RTM dans les Vosges ou le Massif central. En fait, le RTM est présent dans 11 départements ? Tout à fait. 3 des Alpes du Nord, 3 Alpes du Sud et 4 Pyrénées. Au total, ça donne une centaine d'agents ? Oui, un tout petit peu plus d'agents techniques, avec d'autres collègues, surtout l'aspect soutien, RH, comptabilité. Et alors, pour couvrir nos 3 départements des Alpes du Nord, vous êtes combien ? Aujourd'hui, on est 37. 37 donc sur Isère, Savoie et Haute-Savoie. Et puis, je le disais, ce service, au tout début, il est né à la fin du 19e siècle. Alors, le 19e siècle, il faut avoir l'image des montagnes françaises. Ceux qui ont eu la chance d'aller dans l'Atlas marocain, c'est l'Atlas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de végétation, il y a un gros problème d'érosion des sols. Et le problème, c'est les inondations dans les grandes villes. Il y a un moment, un choix qui est fait et qui est débattu avec de très beaux débats à l'Assemblée, de dire, pour solutionner les inondations dans les grandes villes, il faut revégétaliser, tenir les terrains en montagne. Et c'est de ça que sont nées les lois de restauration des terrains en montagne, d'où cette notion de dire on va remettre en bon état les terrains en montagne, et le service RTM. Parce qu'au 19e siècle, il faut expliquer qu'il y avait eu des vastes campagnes de déforestation. Il y avait, la densité de la population rurale était très importante. Son seul moyen de survie, c'était la culture et l'élevage. Et la moindre touffe d'herbe, il y avait des dents d'une brebis, d'une chèvre qui s'en occupaient. Alors bon, le but initial, vous le disiez, c'était de lutter contre l'érosion, réguler les régimes des eaux. On va illustrer tout ça dans un instant. Quand on parle de risques naturels, en haute montagne en particulier, c'est quoi ces risques ? On a 4 types de risques. On a le risque qui est le plus lié à la montagne, c'est les avalanches. Là, c'est vraiment une spécialité du RTM. En nombre d'événements, c'est les risques torrentiels qui sont le pire. Il faut avoir à l'esprit que nous, on ne s'occupe finalement pas tant d'eau que ça, on s'occupe de ruisseaux de cailloux. C'est-à-dire qu'un torrent, la caractéristique, c'est qu'il transporte au moins autant de cailloux que d'eau, les mouvements de terrain avec les chutes de blocs et les glissements de terrain. Et puis il y a un risque qu'on ne soupçonne pas, c'est les glaciers rocheux. Alors ça, c'est un peu ça nous rattache complètement à l'évolution de la température moyenne actuelle. On a des glaciers en glace que tout le monde voit, et puis on a des éboulis en montagne qui nous paraissent stables. En fait, ils ne sont stables que parce que le sol est glacé en dessous. Avec le réchauffement, certains glaciers rocheux perdent leur stabilité. S'il n'y a rien dessous, ce n'est pas grave. Si par contre, ils peuvent amener brutalement beaucoup de matériaux dans un torrent, ça va nous poser de vrais problèmes à l'aval. Parce qu'effectivement, vous l'expliquez, mais ces torrents, ils transportent de l'eau, mais ils transportent surtout des alluvions, des rochers, des branches. Tout à fait. Beaucoup, dans un écoulement torrentiel que nous, on appelle chargé, c'est à peu près moitié-moitié. Et une lave torrentielle, c'est l'image des laves volcaniques qu'on a pu voir, ça transporte plus de matériaux que d'eau. Et une lave peut transporter un bloc de 5 mètres cubes, c'est-à-dire un bloc de 10 tonnes, qui flotte comme une balle de ping-pong. C'est toujours très impressionnant, on verra quelques images tout à l'heure. Alors le RTM, d'abord en amont du risque, vous faites des diagnostics, vous réalisez des études, c'est ça ? Alors
on fait à la fois études, travaux et prévention. Au début, on a vraiment été dans la vocation initiale de la restauration des terrains en montagne. On n'a travaillé que en haut des montagnes pour tenir les sols, avec beaucoup de techniques végétales, d'où notre aspect vert et notre attachement à la forêt, du reboisement, de la revégétalisation. Très vite, nos anciens se sont aperçus qu'il fallait tenir le fond des torrents, donc ils se sont mis à faire des ouvrages de génie civil. Donc là, il y a la gestion des ouvrages. Alors on va en voir quelques-uns parce que c'est très impressionnant, hein. Vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est ces ouvrages. Il y en a quoi? 4000 en Isère? Rien qu'en Isère, l'État est propriétaire de 4000 ouvrages en montagne qui permettent de limiter les risques naturels. Alors pour qu'on visualise bien, on va voir quelques photos. Alors là, c'est une photo de 1890. Hein. On est au-dessus de Bernat et on voit qu'à l'époque, eh bien, on va faire des barrages en montagne ou des digues, puisque là, il s'agit d'une digue, à la pelle et à la pioche. C'était d'énormes chantiers de main-d'œuvre. On n'avait absolument pas les moyens mécaniques de maintenant. Pour autant, on a des ouvrages où il y a des blocs d'1,5 mètre cube, tout appareillés. On va dire c'est presque des ouvrages patrimoniaux maintenant. Et l'objectif était que le torrent ne coule qu'à un endroit bien défini et que les berges soient suffisamment stables pour qu'on puisse les revégétaliser. Alors, ces ouvrages particulièrement exceptionnels, on va en voir un autre derrière, et on va voir, je crois que c'est un mur, un barrage en pierre sèche qu'on va voir derrière, un barrage construit voilà, dans l'Archot, et on voit effectivement les énormes blocs de pierre qui sont des ouvrages d'art, des œuvres d'art. Oui, alors c'est plus un ouvrage d'art qu'une œuvre d'art. On utilise le terme barrage, mais il faut bien avoir à l'esprit que tous les barrages RTM ne sont pas faits pour retenir de l'eau. Ils gèrent la pente du fond du torrent pour stabiliser les berges. Donc ce terme barrage nous pose un peu des fois des problèmes, même au niveau réglementaire, parce qu'on a pu nous associer aux barrages qui retiennent de l'eau alors qu'on n'a pas du tout les mêmes contraintes. Pour faire simple, c'est des escaliers qui permettent de limiter la vitesse du flux. Et ils limitent un peu la vitesse des flux. Avant tout, ils évitent quelque chose qui est tout à fait naturel en montagne. Quand vous avez un cours d'eau, le haut du cours d'eau va rogner petit à petit son fond, emmener des matériaux vers le bas. Donc le but, c'est de stabiliser le fond du cours d'eau. Et quand on a des gros ouvrages et nombreux, on arrive aussi un peu à réguler le flux des matériaux. Alors, nouvelle photo et un nouvel ouvrage qu'on peut voir ici. Voilà, on est dans le torrent du Manival. Hein. Le Manival, c'est juste au-dessus de Saint-Nazaire-les-Ems. C'est un torrent qui descend de Chartreuse. Et on voit bien justement ces barrages, entre guillemets, hein, qui parcourent tout le lit. Comment on va les faire? On réussit à aller sur des sites comme ça avec des engins? Alors, on a déjà le RTM, ça peut perturber des fois dans le paysage, mais a fait des fois beaucoup de pistes d'accès pour essayer d'accéder aux ouvrages pour limiter les coûts. Au début, c'était tout fait à main d'homme avec des... Et ce qui explique qu'on a plein de cabanes, les gens vivaient sur le site du chantier pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, on a des brouettes mécaniques et puis quand vraiment on ne peut pas faire autrement, c'est l'hélicoptère. Alors, nouvelle photo avec un nouveau barrage. Je crois qu'on est encore là sur le Manival, me semble-t-il. On voit que c'est des ouvrages qui sont conséquents. Sur la photo suivante, on voit également un autre ouvrage. Voilà, c'est un ouvrage un peu plus près du Manival. Hein, donc, on voit qu'on aménage vraiment les ravins. Et puis, une dernière photo que j'aimerais qu'on voit, parce que c'est un autre type d'ouvrage. Là, c'est avec des fûts de châtaignier, c'est ça? Alors, cela... On est à la Chapelle en Val-Jouffret. Ça doit être du mélèze à voir la photo, mais le châtaignier est aussi une essence très résistante. On redécouvre les barrages en bois aujourd'hui. Après, nos anciens étaient très pragmatiques. Ils faisaient les barrages avec les matériaux pris sur place. Comme nous, en Isère, il y avait souvent beaucoup de pierres de bonne qualité, ils les faisaient plutôt en pierre. Par contre, dans les Alpes du Sud, on avait beaucoup de grands ouvrages en bois. Et aujourd'hui, le bois, on en a, parce que dans beaucoup de cas, le reboisement a marché. Donc, on a des bois pour faire... Et puis, si on doit l'y porter, c'est beaucoup moins lourd. Enfin, ça a un certain nombre d'avantages. Ça n'a quand même pas la pérennité de la pierre ou du béton armé. Hein. Ce n'est pas pour tous les usages. Évidemment. Alors, des photos de l'IRMA, hein, l'Institut des risques majeurs, et du RTM, que je remercie. Photos également du Parc national des Écrins. Ces territoires de montagne, est-ce qu'ils sont plus fragiles aujourd'hui qu'avant en termes de risques? Ils ne sont pas plus fragiles. Je dirais même, si on compare au moment où il y avait une telle pression pastorale, ils sont moins fragiles, il y a moins d'érosion. Par contre, les enjeux ont très nettement augmenté. Et un peu le moment charnière qu'on a eu, c'est après le développement de l'or blanc et de toutes les stations d'altitude. On est quand même allé habiter en hiver dans des endroits où on n'avait jamais habité. Les gens n'y montaient que l'été. On a eu des grandes catastrophes, malheureusement, comme l'avalanche de Val d'Isère ou Passy en Haute-Savoie. Et c'est là qu'a été créée la nouvelle version du service RTM, on va dire. Donc on a augmenté les routes, les habitations,
mais les phénomènes eux-mêmes n'ont pas notablement augmenté. Alors le RTM, vous le disiez, Claude Barthelon, aménage, entretient des ouvrages, réalise des études, des diagnostics et puis a aussi un rôle d'assistance en période de crise. On les a vus ces dernières semaines, en particulier en Isère, avec des coulées de boue, des glissements de terrain. Cette mission-là, elle est essentielle et on va voir des images, c'est souvent impressionnant. Oui, l'apport du RTM, c'est vraiment sa connaissance du terrain et l'aspect pratique et immédiat de son action. Alors ça veut dire quand vous assistez, alors qui est-ce que vous assistez en période de crise? Le préfet, les collectivités locales? Le préfet, les collectivités. Des fois, c'est les collègues pompiers qui nous appellent en direct, mais la mission d'intérêt général qu'on a, c'est auprès du préfet et des collectivités. Et on apporte cette expertise technique spécifique sur ce petit volet montagne. Alors là, on voit bien l'intervention du RTM au moment de l'événement. Il faut savoir aussi anticiper les événements. Est-ce qu'on peut toujours anticiper ce genre de risques naturels qui sont souvent soudains? Alors, tous les ouvrages servent à anticiper des risques. Le problème, c'est qu'on anticipe un scénario et que la nature, elle va rarement répliquer exactement le même scénario. Donc on essaie d'en imaginer le plus possible et de le faire le mieux. Typiquement, si je prends un exemple, pour nous, un des phénomènes problématiques, les couloirs d'avalanche, les avalanches se déclenchent quand même un peu toujours au même endroit. Donc on les suit depuis un siècle, on a une enquête permanente des avalanches en France. Par contre, les coulées de boue, c'est des phénomènes très ponctuels qui, une fois qu'ils ont eu lieu à un endroit, ne se reproduiront pas à cet endroit-là exactement. Et malheureusement, ça, on a beaucoup plus de peine à grader. Alors, on a des terrains plus ou moins sensibles, mais si on devait geler tous les terrains sensibles aux coulées de boue, on aurait des grandes difficultés sur les versants de montagne. Ouais. Bon, alors c'est une mission essentielle qu'on souhaitait mettre en lumière, cette mission du RTM, en précisant évidemment que tous ces événements qui ont lieu souvent en haute montagne, vous le disiez, ils ont des conséquences plus bas en plaine, et des conséquences qui peuvent être exponentielles. Voilà, dès qu'un événement se passe en haute montagne, les torrents vont se charger, que ce soit une coulée de boue, un glissement. D'ailleurs, l'événement qu'on craint le plus, c'est la conjonction d'un glissement et d'un torrent. Parce que le glissement va faire un barrage, et là, on peut avoir une rupture brutale. Et ça devient... C'est ce qui s'est passé au 19e siècle à Goncelin. L'événement le plus meurtrier au niveau risque naturel après le Granier en Isère. Donc, les torrents vont reprendre tous ces matériaux et vont les descendre dans la plaine. Initialement, ils les amenaient jusqu'aux rivières principales. Pour pouvoir aménager la plaine, on a, au fil des siècles, en particulier fin 19e, début 20e, endigué l'Isère. Et donc, beaucoup de nos torrents sont déconnectés de l'Isère. Les matériaux ne peuvent plus rejoindre l'Isère. Donc, l'homme s'est mis dans une situation où les matériaux qui descendent des montagnes, il doit les piéger avant les maisons, les mettre dans des camions et les exporter. Faire le travail que faisait hier la nature. Oui. Merci beaucoup Claude Barthelon, c'est passionnant. Merci, vous restez avec nous pour le journal. Janvier, c'est la tradition des vœux. Lors de la cérémonie en préfecture, Lionel Beffre a notamment évoqué la sécurité, en revenant en particulier sur les incendies des gendarmeries de Grenoble et Mélan. Nous ne tolérerons pas que l'autorité de l'État soit ainsi remise en cause, a lancé le préfet, visant, je cite, des voyous anarchistes aux tendances criminelles. La justice n'a jamais été aussi sévère. Lors de la cérémonie de rentrée de la Cour d'appel de Grenoble, le procureur général a tenu à répondre à ceux qui accusent l'institution de laxisme. Des propos complétés par ceux du premier président, Jean-François Benel. 2017, c'est la deuxième année de suite, après 2016, où nous rendons plus de décisions que nous en avons de nouvelles. Ça veut dire que nous réduisons nos délais, nous déstockons. C'est plutôt un bon signe pour le justiciable. Et je dois dire que l'efficacité de la Cour est assez exceptionnelle, puisque les magistrats ont accru leur productivité et leur efficacité de manière très notable en 2017. Deuxième niveau, elle fonctionne bien, car elle a des projets extrêmement nombreux. J'en citerai deux. Celui sur l'ouverture à l'extérieur. Nous avons, rappelez-vous, réalisé de très belles journées portes ouvertes au mois de septembre dernier, que nous allons réitérer cette année en 2018, mais aussi un autre projet que nous conduisons avec efficacité, qui est celle de l'accueil du justiciable, où nous avons fait de gros progrès pour l'accueil du justiciable. Et troisième raison, elle fonctionne aussi parce que non seulement elle a des projets, mais elle a des résultats, mais aussi elle a des hommes et des femmes qui sont extrêmement mobilisés. Et je dois souligner la grande réactivité, le grand professionnalisme des magistrats et des fonctionnaires de cette Cour.
Et parmi les autres grandes priorités, la transformation numérique de la justice qui a été annoncée par la garde des Sceaux. Une réflexion d'ailleurs à laquelle Jean-François Benel a activement participé. Enfin, on précise que la Cour d'appel de Grenoble a compétence sur les départements de l'Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes. Et puis, il y a quelques jours, c'était aussi l'audience solennelle de rentrée du tribunal de grande instance. Le procureur de la République de Grenoble en a profité pour faire des propositions pour mieux traquer les tueurs en série. Jean-Yves Coquillat plaide pour la création d'urgence de 2 fichiers qui n'existent pas. L'un pour les personnes disparues, l'autre pour celles qui sont décédées de mort violente. Selon le magistrat, pour identifier les tueurs, il faut recenser leurs victimes potentielles. À la page économie, Poma, un exemple du dynamisme économique dans toute notre région. Il y a quelques jours, le Premier ministre est venu saluer le développement de l'Isérois, leader du transport par câble. Édouard Philippe était à Gilly-sur-Isère pour l'inauguration d'un tout nouveau site de production. Voyez ce reportage de nos confrères de Télé 8 Mont-Blanc. Signe de l'importance du moment, c'est le Premier ministre Édouard Philippe en personne qui a inauguré ce vendredi le nouveau site de production de Poma. Une inauguration qui a des allures de très bonnes nouvelles pour le tourisme en station. J'ai voulu suivre les évolutions, saison après saison, de ce secteur parfois un peu livré à lui-même, lever les freins, les complexités ou les manques qui l'empêchent de se développer de manière harmonieuse, de donner sa pleine mesure. Tout ça pour atteindre 2 objectifs simples d'ici 2020, l'accueil de 100 millions de touristes et une dépense touristique de 50 milliards d'euros dans notre pays. Pour le leader mondial du transport par câble, ce nouveau site de plus de 7 hectares confirme les ambitions du groupe qui se veut porte-étendard du savoir-faire français. Notre histoire, c'est 80 ans, ça a commencé dans la région Rhône-Alpes et c'était forcé qu'on continue dans la région à développer notre outil. On a investi 40 millions sur les 8 dernières années, dont 20 millions sur site et c'était la suite logique. On a la chance d'être sur des marchés qui se diversifient. On est présent dans la mobilité urbaine, on est présent dans le tourisme, bien sûr dans les stations avec des appareils de plus en plus puissants. De ces ateliers sortent poulies et autres éléments d'appareils débrayables du groupe. Cette nouvelle unité de production aura coûté une vingtaine de millions d'euros. Le prix à payer pour garantir l'excellence. On est capable avec cet outil de maîtriser l'ensemble de la chaîne de fabrication de nos pièces. Depuis la fabrication soudée, jusqu'au montage, au pré-montage avant expédition sur site, en passant par l'opération d'usinage qui est derrière moi. Ce qui permet en fait vraiment de maîtriser l'ensemble de la chaîne de fabrication, de maîtriser la qualité, de maîtriser le temps de mise à disposition des pièces pour nos clients. Avec un chiffre d'affaires de 343 millions d'euros pour l'exercice 2016, Poma se porte bien et l'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices. Poma, un fleuron de l'activité économique en Isère. Poma qui réalise un chiffre d'affaires de presque 350 millions d'euros par an. Le ministre de la Cohésion des Territoires, lui, est venu en Isère, à l'île d'Abo et à Villefontaine. Jacques Mézard a notamment visité un chantier de rénovation énergétique sur un immeuble de l'OPAC. Il s'est aussi rendu sur le campus de la construction durable. On précise que le gouvernement a l'objectif de rénover 150 000 passoires énergétiques chaque année. C'est parti pour une nouvelle vague de recensement sous l'égide de l'INSEE. Il a lieu tous les ans sur un échantillon de 8% de la population. Dans notre département, 430 agents vont solliciter près de 190 000 habitants. Cette campagne se terminera le 24 février pour les 14 communes de plus de 10 000 habitants qui sont concernées en Isère et le 17 février pour les plus petites communes. La lutte contre la pauvreté et une consultation publique pour recueillir les avis en vue de définir une stratégie. Le gouvernement propose en effet à chacun de nous de se prononcer. Vous avez jusqu'au 28 février pour vous exprimer sur ce sujet. Vers quelles priorités faut-il orienter les politiques publiques? Comment prévenir la vulnérabilité des jeunes? Comment favoriser l'insertion? On précise qu'en France, presque 9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Vous pouvez donner votre avis sur le site solidarité-santé.gouv.fr. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de votre fidélité. Claude Barthelon, merci encore. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous très vite sur Télé Grenoble pour le numéro 67 de Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service.